temps, je fais le tour du pays pour éduquer, et je crois que ça ne coûte pas d'argent, et ça rapporte beaucoup au niveau des mentalités, puisque, comme Khalid a dit tout à l'heure, tout est question de mentalité. Alors, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas faire un cours sur le lait. Vous avez d'éminents professeurs pour vous en parler, mais j'ai essayé de voir ce qui n'est pas classique, ce qu'on ne retrouve pas dans les facultés, dans les grandes écoles, et je vais vous en parler. J'ai fait un petit résumé sur tout ça. J'ai dénommé ça « Quand la blancheur devient trouble », des petits problèmes qui sont grands et qui se sont posés ailleurs qu'en Tunisie. Vous allez entendre parler de termes nouveaux concernant la pollution du lait. Un jour ou l'autre, nous pouvons avoir des problèmes monstres et nous ne devons pas les avoir, ces problèmes, pour garder la confiance du citoyen consommateur en les éleveurs et en notre industrie laitière. Alors, donc, c'est des petites choses, les classiques, je vais passer très vite, et le reste, je m'attarderai un tout petit peu. Bon, bien sûr, la définition générale du lait, vous la connaissez, j'en passe. Il y a aussi une définition donc générale, une définition légale. Alors, je vais vous parler d'une petite chose qui, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai. Alors, sachez que dans le monde se développe actuellement, depuis quelques années, quelques mois et quelques années, des lobbies. Nous connaissons le lobby industriel du lait. Maintenant, il y a un lobby anti-lait. Nous connaissons le lobby de la viande, notamment des viandes rouges, avec la vache folle, etc. Il y a un lobby anti-viande rouge. Et on voit fleurir des écrivains, des journalistes qui deviennent scientifiques et qui écrivent des bouquins. Je vous citerai un seul nom, Thierry Soucard. C'est un monsieur qui est très intelligent, qui est un journaliste, et qui écrit le dernier de ses livres sur le lait, qui s'appelle Manigance du lait, etc. Donc, si vous voyez, si vous lisez tout ça, et que vous n'êtes pas du domaine, vous serez convaincu qu'il ne faut plus boire de lait. Alors, donc, devant tout ce qui se passe dans le monde, on s'est dit, pourquoi il y a un lobby anti-lait? Pourtant, quand on est né, la première goutte qu'on a eue comme aliment, nous, nutritionnistes, nous ne disons pas, on ne dit pas boire du lait, nous mangeons du lait. Et vous entendez à l'Institut de nutrition dire tu as mangé ton lait et pas tu as bu ton lait, parce que c'est un aliment complet. Alors, on a trouvé la solution. C'est que cet lobby anti-lait veut vendre autre chose que le lait que vous connaissez. Le lait de soja. D'ailleurs, on commence à avoir dans nos supermarchés. Sous couvert d'intolérance, etc. Mais ils vont arriver. Et ce qui est le plus rigolo, et je le répète, le plus rigolo, c'est qu'ils vendent un connosat interne, etc. Le lait d'amande. On n'a pas le droit légalement d'appeler lait de soja, lait d'amande, etc. Parce que ce n'est pas du lait. Il y a des déficits, notamment en calcium. C'est pour ça que le lait est un aliment complet. Donc, ils essayent d'enrichir ces aliments, mais ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que la nutrition va vaincre quand même. Et moi, je me suis spécialisé un petit peu dans la nutrition comparée, une notion presque inconnue, c'est-à-dire comment mieux nourrir l'animal pour bien nourrir l'homme. Et ça, c'est essentiel. Alors, donc vous voyez des exemples là, le lait de soja, le lait de coco, le lait de riz, le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de pistache. Il y a d'autres termes que vous ne connaissez peut-être pas, le lait de jabot, mais ça c'est les oiseaux. En cuisine, on utilise le lait de poule, il y a même le lait de chimpanzé. On ne le fait pas en Tunisie. Vous savez ce que c'est que le lait de chimpanzé? C'est comme le lait de poule, un demi-litre de lait, un jaune d'œuf, et on met de la banane. Ça c'est au lieu de la banane, on met de l'ananas. Et ça s'appelle le lait de chimpanzé. Donc, ils essayent d'innover, ils essayent d'attirer les gens jusqu'au moment où ils pensent avoir un pourcentage du marché. Donc, il y a tout.
il fabrique même une... vous voyez ça même, j'ai vu à Tunis, hein, Mont Blanc vend... Est-ce qu'on a idée d'importer de la mhalbiya en Tunisie? Vous avez des boîtes de mon lait, je crois 5 à 6 dinars, la petite boîte, le mhalbiya, اللي تعرفوها, اللي تعملها أمكم هناك, حليب بالروز, etc. Et ça, sous couvert voilà, d'innovation, ils vous mettent un petit peu de colorant, un petit peu d'arôme, vanille, etc. C'est bon, je ne dis pas le contraire, mais la langue ne doit pas, notre langue ne doit pas, nos bourgeons de langue ne doivent pas nous commander parce que ça deviendrait grave à ce moment-là. Alors, bon, alors voilà des espèces, des exemples de ce qu'on vend en boîte, en berlingot, etc. Et voilà le fameux lait. Vous voyez comme il est présenté, là, elle est jolie cette bouteille. Donc c'est le fameux orgeat. Alors, la composition du lait. Alors, il y a une chose extraordinaire dans le lait. D'abord, il y a une erreur que tout le monde fait. Il n'y a pas de lactose autrement que dans le lait. J'entends pas mal de gens, à la télé ou ailleurs, même des professeurs de faculté, parler de lactose. Il n'y a pas de lactose que dans le lait. Ok? Deuxièmement, le lait est une composition extraordinaire, puisqu'il y a 4 phases en même temps. Aucun aliment ne peut contenir une phase vraie, une phase colloïdale, une émulsion et des gaz en même temps. Ok? Donc, ça, c'est la particularité du lait. Bon, la composition, vous la connaissez, et je passe, pareil. Alors, la caractéristique, c'est le rapport phosphocalcique. Et ceux qui sont anti-lait, les anti-lait parlent du calcium d'une autre façon. Ils arrivent même à vous convaincre que si vous buvez du lait, si vous êtes un homme, bien sûr, vous allez avoir le cancer de la prostate. Et si vous êtes une femme, vous allez avoir le cancer du sein. Il faut trouver ce livre, c'est un truc jeune, c'est ma fille qui l'a envoyé, de Thierry Soukar. Or, par la suite, vous découvrez vous-même la vérité. Vous voyez qu'on n'est pas tout seul, il ne s'agit pas de travailler seulement, de faire, il faut faire et faire savoir, et quand on travaille, il faut avoir des yeux, pas seulement devant, mais derrière. Alors, bon, tout ce qui intéresse le lait, vous le connaissez, les antioxydants, les vitamines, etc. Alors, comme je suis nutritionniste, je ne peux pas ne pas vous parler de ce qu'on appelle l'anémie de lait de chèvre. Le lait de chèvre, très très faible, il n'y a pas de fer du tout là-dedans. Donc, il y a, à la campagne, on peut nourrir simplement le petit avec du lait de chèvre, puisque c'est ceux qui nous appellent à l'Organisation de défense des consommateurs, ils croient bien sûr, s'il habite le Manzah à 18,5, il ne peut pas. Mais s'il habite le Bnoukhadou, il y a des gens qui ont une chèvre à la maison. C'est très facile. Et c'est une des solutions en cas vraiment de pénurie. Donc il y a des nourrissons qui ont des anémies à cause du lait de chèvre. Bon, identité, tout ça. Alors, il y a toujours un problème en Tunisie. 0,28, 0,29, on accepte. Bon, ben, pour aider l'éleveur, et comme a dit Serli Klebi tout à l'heure, la norme était, j'ai assisté à la confection de la première norme, parce qu'il n'y avait pas d'INORPI. Tout se faisait à l'Institut de nutrition en 82, avant l'existence de l'INORPI. 500 000 germes totaux. Maintenant, on accepte jusqu'à 1 million. Ça veut dire qu'on dit à l'éleveur, mais c'est comme dit Massar. Non, il y a derrière aussi ceux qui doivent vendre les antiseptiques, etc. Donc, il faut voir les problèmes autrement, notamment pour les étudiants. Il n'y a pas que la science, derrière la science, il y a autre chose, il y a l'argent, il y a des gens qui se couvrent derrière pas mal de choses. Donc, on l'accepte, et puis ça, c'est une... Bon, tout ça... Alors, j'ai voulu faire une petite comparaison. Vous voyez que le lait de brebis est un des meilleurs, et c'est juste à droite, et l'un des meilleurs pour tout. Vous voyez, si c'est pour votre fromage, vous avez pas mal de matières grasses. D'ailleurs, on a du très bon fromage de brebis en Tunisie. Donc, la comparaison, tout ça. Et puis, le plus proche du lait de femme, c'est le lait d'ânesse. Alors, bon, comme on est devenu un petit peu moderne et on parle tous
de cholestérol, etc. Donc, j'ai fait cela exprès pour vous montrer le taux de cholestérol qui existe un peu partout. Vous voyez dans l'œuf 3,98 mg pour 100 grammes, et que pour le reste, c'est un peu équilibré, et que le lait de vache écrémé, c'est deux, donc, fait cholestérol. Moi je dis, en tant que nutritionniste, c'est une aberration de fabriquer du lait à 0%. Donc ça n'existe pas. Pour la simple raison que, pareil, ceux qui le jour de l'Aïd vous disent, les grands médecins nutritionnistes des années 40 qui vous disent « Ah, ne mangez pas la louche, mais la louche peut avec le cholestérol. » Moi je vous dis, mangez, mais une toute petite quantité. Parce que on a découvert que dans la graisse animale, il y a deux acides, l'acide ruménique ça vient de rumen, parce que c'est les bactéries du rumen qui le fabriquent, et l'acide vaccinique, c'est une thèse 2005 de Paris-Grignon, faculté des sciences Paris-Grignon, et qui ont démontré que c'est des anticancéreux. Donc, il faut manger un tout petit peu, il ne faut pas dire non, et le marhoum Zuhair Khalal كان يقول لا حرمان في التغذية. غدوة المولد تسمعوا الناس سمعتوا في الإذاعات etc. يقول لك لا ما تاكلش دي diabétique. Non, un diabétique doit manger un peu d'acide, juste un petit peu, parce que quand vous lui dites ne mangez pas, غادي كون يتخبى نفط عليها. أنا كان عندي مماتي ديابيتيك باش تعمل في ما كانتش كيما توا القهوه، كان القهوه كان البن طيب، كان قهوه عربي، كان تخبي السكر في الغبره الكحله ما تطراش، باش امي انا ما تراهاش. دونك لو ديابيتيك le malade, celui qui a un problème de santé, il faut lui dire oui juste un petit peu, et ce n'est vraiment pas grave. Donc juste j'ai voulu mettre cela pour vous éclairer. Alors des choses que peut-être vous ne voyez pas souvent, et que que j'ai rencontré durant 25 ans quand j'étais chef de laboratoire des denrées d'origine animale à l'Institut de nutrition, que j'ai rencontré, j'ai rassemblé un tout petit peu, il y a du goût anormal. Tout de suite, on va chercher vers l'aliment. Non, ça, il y a des choses bien codifiées. Regardez, vous pouvez avoir du goût métallique. Hein? Il faut avoir l'habitude. Dans nos laboratoires, Madame Hanan Besmaïd, je me dirige vers elle, on nous apporte du lait, voilà, il part pour le laboratoire de bactériologie, un autre échantillon du même lait va la physico-chimie, voilà, on commence à analyser. Non, il n'y a pas d'analyse sans dégustation. Bien sûr, des gens, un groupe, qu'on habitue à faire l'examen organoleptique. Bon, parce que des fois, c'est même pas la peine de faire l'analyse. Quand vous voyez, vous recevez un lait, vous le goûtez, il est salé, ça y est, c'est des gens qui ont rajouté de l'eau, ils veulent traficoter pour arranger la densité. Hein? Donc, tout de suite, vous gagnez de l'argent et vous gagnez du temps. Donc, parce que malheureusement, il y a encore des fraudes. Alors, il y a le goût amer aussi. Il y a eu un problème avec l'Eno, d'ailleurs, il y a quelques années, du lait qui était toujours amer. On cherchait le pourquoi. Oh, c'était une modification des globules protéiques, des surfaces des molécules protéiques. C'est physique. C'est un problème physique. Ok? Il y a le goût huileux, aussi du goût ranci, suifeux, etc. Donc, ça c'est des choses que vous ne rencontrez peut-être pas toujours. Et voilà, j'ai donné l'exemple de grand lait, là, demi-écrémé, qui a été retiré du marché, c'est en France, pour motif, c'est des centaines de millions, là, hein, odeur et goût anormal. Donc, vous voyez, et ça peut même créer des troubles digestifs chez les enfants. Alors, autre chose aussi, que vous ne voyez peut-être pas souvent, c'est des toxicités des oligo-éléments contenus dans le lait.
Je ne dis pas que ça arrive souvent, mais quand ça arrive, les gens des laboratoires doivent le savoir. Au moins, ça arrive une fois tous les 2-3 ans. Mais quand on va avoir une intensification industrie laitière, ça peut arriver couramment. Donc, c'est des oligo-éléments, par exemple le cuivre, le fer, le manganèse, etc., qui sont des agents catalytiques. Alors, cuivre et corrosion. Vous voyez que on utilise quand même des machines, etc. Et il peut y avoir des problèmes de mauvais goût dus à ces machines-là, que ce soit des tuyaux, des citernes, etc. Pareil, le plomb aussi peut poser un problème. Alors, l'aluminium, le bore, le chrome, tout ça, c'est des spécificités qu'il faut aussi connaître. Alors, l'étain, pareil. Il y a des bidons, des cuves en métal éthannés, qui peuvent aussi donner un goût spécifique. Pareil, le zinc et le mercure. Donc, vous voyez, on entend parler de ces oligo-éléments comme quoi ils sont nécessaires pour notre alimentation, tout ça, mais ils peuvent être à l'origine d'un mauvais goût. Et vous présentez un lait ainsi contaminé à des enfants, ils ne vont pas le boire, même pour les adultes. Alors, un problème qui s'est posé, c'est le lait aux hormones. Des petits enfants, vous voyez, bon, nourris bien sûr au lait, hein, leur poitrine a commencé à grossir. C'était des enfants de bas âge, de 4 à 15 mois, et puis c'était le recours abusif aux hormones. En Belgique, il y a eu même 2 vétérinaires qui ont été tués à cause de cela. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a 5-6 ans. Carrément, c'est une mafia. Il ne va pas vous dire qu'il utilise des hormones, mais pour lui, il va avoir une meilleure quantité, etc., etc. Donc, le problème existe. Il peut exister chez nous. Moi, je vous amène des choses, peut-être que vous ne voyez pas tous les jours. Il peut exister chez nous. Parce que je peux avoir quelqu'un de la famille qui est en France qui m'amène tout le temps, hein, fait le voyage, le va-et-vient, ils amènent ces problèmes. Ils existent même chez nous pour la maîtrise des cycles chez les femelles. Donc, c'est même pas la peine que ça soit importé. Donc, il faut avoir ça. D'abord, voilà. Le lait à la mélamine. Ça aussi, on a eu très peur en Tunisie il y a 4-5 ans. Vous avez entendu parler de ce scandale, le lait à la mélamine. Et pourquoi? Alors, les Chinois, dans certains denrées, vous voyez, les produits chinois sont partout maintenant. Ils veulent envahir le monde avec tout, mais quand ils commencent à toucher à l'aliment, là, quand on va avoir un problème de santé, à ce moment-là, on s'abstient, on s'arrête et on dit arrêtez. Mais s'ils nous vendent des petits jouets hein, mal faits ou des chemises avec des boutons qui manquent, vous n'allez pas vous apercevoir. Donc il y a eu le problème de la mélamine. Pourquoi? Mais parce que quand ils font sécher le lait, et c'est surtout ce lait qui va pour les nourrissons, pour tout ce qui est produit lacté, qui va chez les nourrissons, eh ben, ils vont augmenter le taux de protéines. Quand vous allez analyser, vous, cette molécule de mélamine est très riche en azote, et voilà la molécule, vous voyez la richesse en azote, donc c'est l'azote non protéique, et comme c'est ainsi qu'on calcule avec la méthode que vous connaissez sûrement, Geltan, on cherche l'azote et on multiplie par un coefficient, donc très vite on pense avoir un excellent lait. Il y a eu même, je l'ai marqué ici, il y a eu même des peines capitales. Hein. Nes Chapeau, en pleine place, je ne sais pas où, en Chine, dans quelle ville. Donc, c'est une élévation artificielle du taux de protéines pour que l'acheteur trouve. Maintenant, on ne se laisse plus avoir, tout le monde est au courant. Voilà la molécule. Autre chose, ça c'est une dernière chose. Hein. Un an, mars 2011, le lait de cuir. C'est quoi cette huile de cuir? Ce lait de cuir. Je vais vous montrer une image, sans trop de parlotte. Voilà. Alors, les abattoirs, on ne va pas abattre 10 vaches et 3 moutons comme chez nous. Bah, ils abattent 50
50 000 moutons, ou bien 20 000 vaches en une journée dans les grands abattoirs en Chine. Ah ben, le cuir, il va aller dans des grands bassins, ou des petits, là c'est des petits bassins. Et le jus qu'on obtient, c'est du collagène, du l'hypoderme et du collagène. Donc, collagène, c'est très riche en protéines. Et ces substances-là sont mélangées à des substances chimiques et ils vont les rajouter au lait. Pareil, pour augmenter le taux de protéines. Alors, quand vous avez une toute petite dose, ça passe inaperçu, mais quand ils arrivent à une certaine dose, eux, ils ne peuvent pas doser. Hein. Eux, c'est des trafiquants qui ils vendent et c'est tout. Ah ben, il y a eu aussi des problèmes. C'est ce qu'on appelle le lait de cuir qui est donc à base de tannerite. Donc les produits sont le dichromate de potassium, le chrome hexavalent, etc. Et c'est générateur de cancer automatiquement et un cancer qui apparaît très très vite. Hein. Voilà, donc vous connaissez les protéines du lait, on va y arriver. Je vais vous parler de deux choses que les gens, monsieur tout le monde, confondent souvent. Intolérance. Il y a deux choses qui sont différentes. L'intolérance au lait et l'allergie aux protéines de lait. Alors, donc, les enfants, nous-mêmes, on est allergiques à plusieurs choses, notamment les enfants sont allergiques à les 4 premières choses. D'abord, aux œufs, c'est les protéines, après les arachides, le poisson et le lait, en 4e position. Donc, c'est un véritable problème d'allergie aux protéines lactées. Et ça existe. D'ailleurs, c'est pas une honte. Quand ça existe, il faut le savoir. Faire présenter votre enfant à un nutritionniste, il va vous le dire tout de suite. L'enfant qui va avoir une barre là, etc. Donc, parfois une diarrhée terrible, et puis bon, ça se résout très vite. Pareil, au niveau des glucides, le lactose. Donc là, l'absence de lactase. Vous savez, plus on va vers le sud, hein, de l'équateur, plus les gens ont moins de lactase. Les gens du nord, génétiquement, ont plus de lactase que nous. Et c'est une question aussi d'habitude. Par exemple, votre animal, votre chat. Moi, j'ai un chat qui a 23 ans. Oui, 23 ans, et il boit du lait. Comment? Parce que je l'ai habitué à boire du lait. Même ceux qui sont intolérants, là c'est une intolérance, c'est une allergie, peuvent reprendre à boire du lait, mais ils commencent, goutte par goutte. Moi, maintenant, je traite quelques gouttes, mais le lendemain, vous faites pareil, vous rajoutez une goutte par jour, et puis vous reprenez avec votre lactage. Ok? Donc, il y a un problème qui existe, et il faut savoir que nous ne pouvons pas tous catalyser, voilà, c'est ce que l'on appelle l'intolérance, le lactose qui va être donc hydrolysé par une lactase qui peut être absente en galactose et en glucose. Et ça donne donc une symptomatologie terrible. Donc il y a la bêta-galactosidase qui est déficiente. Voilà. Tout ce qui est foncé, c'est ceux qui n'ont pas de lactase. Et vous voyez, les pays du Nord, l'Europe, sauf un petit peu l'Espagne, je doute etc. Tout le Nord, ils ont des lactages, par jour, 2-3 litres, c'est facile. Si vous allez en Norvège, vous allez voir. Comme vous buvez de l'eau, ils peuvent boire du lait. Alors que nous, il faut manger du lait, je dis bien manger du lait, sous forme de ses dérivés. Et c'est comme ça que le yaourt a eu un succès en Tunisie. On a maintenu notre le ban est devenu dans le berlingot, etc. Parce que, comme il y a moins d'acide lactique dans ces produits-là, donc nous pouvons les digérer et profiter des bienfaits des dérivés du lait, comme si c'était du lait. Okay, et l'accident qui a eu lieu en Afrique, j'ai oublié, donc Centrafrique, quand il y a eu de la famine, alors le programme mondial a envoyé beaucoup de lait, un don
c'est que parce que chez ces gens-là, ces gamins, n'avaient pas de l'acte du tout, donc il y a eu un problème vraiment grave. On a aggravé encore plus le problème parce qu'on n'a pas vu ce problème. Alors, je ne vais pas parler de tout ça. Vous savez, toutes les falsifications du lait, du mouillage à l'addition de H2O2 qu'on ne peut jamais rechercher parce que vous ne le retrouvez pas. Ah mais ils rajoutent quand même, et dans certains pays, l'eau oxygénée est autorisée. On autorise à mettre pour garder le lait un peu plus, pour qu'il devienne moins acide, etc. L'addition de formol, la présence d'antibiotiques, quoi que je peux vous dire, entre 2001, 2002 et aujourd'hui, il y a beaucoup moins. Peut-être que dans les recherches avec le test, le Delvo-test et l'Intertest, parce que couramment au laboratoire on fait ces tests, on ne fait pas sur HPLC, etc. Donc, présence ou absence, il y a peut-être d'autres molécules qui ne sont pas recherchées et qu'on ne retrouve pas dans les tests. Mais apparemment, il y a moins d'antibiotiques dans le lait, il y a moins de problèmes. Restent les drogues vétérinaires, parce que malheureusement, les pharmaciens, il n'y a pas de pharmacien ici, sinon il va vous le confirmer, continuent à vendre comme ils vendent pour vous sans ordonnance, ils vendent pour l'éleveur, et puis il va tout seul, dans le pied de la vache, injecter ces produits qu'on retrouve tout de suite dans le lait, et un lait va contaminer une centaine d'autres laits de provenance diverses. Okay, donc il reste encore ces problèmes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Quels sont les risques associés aux laits crus? Alors, dans nos campagnes, les gens continuent à boire du lait cru. هو راجل اسمه يشرب الحليب لا ما خلو الحليب يقول لك شنو؟ لا خلي له من امه. قل له من امه يعيش خويا ما تخربولوش فمه. اي بوار. ويقول لك لا انت تحكي له jusqu'à demain vous pouvez raconter. Le lait cru اسمه يخمع surtout في الصباح يخمع شويه بسيسه. بالزيت وبعد ياكلوا الحليب كل. Ils continuent et ils habituent les enfants et les enfants restent sur cette mentalité. Voilà, ça je l'ai piqué quelque part. C'est vrai, c'est ce qu'ils pensent. Bon, dans certains milieux, je ne dis pas des cercles fermés. Alors, il y a plusieurs risques. Les risques bactériologiques, je ne reviens pas, vous les connaissez, mais il y a des risques virologiques aussi. Ah bon? Il y a du virus, oui, il y a du virus dans le lait. Ils partent si jamais on fait bouillir le lait, mais vous les retrouvez si jamais on boit le lait cru. Il y a eu des épidémies entières à cause de ces virus. Il y a des risques chimiques, des résidus dont on en parlait. Et puis, n'oubliez pas, on n'est jamais à l'abri, il y a des risques radiologiques. On a eu peur après 86, Tchernobyl, 86, et dernièrement, Fukushima, 2010, à la suite des problèmes qu'il y a eu au Japon. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit l'iode 131, qu'on peut retrouver dans le lait. Donc, les risques, vous avez les Escherichia coli, les Listeria, les Bruxelles, les Salmonelle, etc. Vous les connaissez. Donc, faire bouillir le lait au minimum si vous êtes à la maison, sinon le lait pasteurisé ou stérilisé. Alors, les virus. Il y a des entérovirus, il y a les virus de l'hépatite infectieuse qui peuvent passer et causer des problèmes dû à plusieurs choses, la pollution de l'eau, les matières organiques, tout ça. Donc, retenez que ces problèmes peuvent arriver. Moi, je ne vous fais pas une conférence classique, des choses que vous connaissez, mais au contraire, ça, les gens en entendent parler un peu moins. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le virus de l'encéphalite attique. Même le lait de brebis aussi peut être contaminé. Donc, ça aussi, ça peut passer. Alors, maintenant, reste toujours, tous ces problèmes-là sont dus à la mauvaise hygiène. J'ai pris des photos au hasard. Hein. Bon, vous voyez dans quelles conditions ils font le mesurage de la densité. Ça doit être du côté, on gouvernera déjà. Voilà encore ces pauvres gens, comment ils arrivent, hein, avec 2-3 bidons, qui fait quelques kilomètres, pour aller au centre de collecte. Et déjà, c'était quelque chose d'extraordinaire, déjà, l'existence des centres de collecte. À partir du moment où il y a eu les centres de collecte, on a dit la moitié du problème est résolu. Parce qu'avant, c'était du n'importe quoi.
Ça aussi, c'est un manque de collecte, mais vous voyez, même avec l'État extérieur, là, on a fait une enquête de 2004, on a fait une enquête, sachez-le, en cachette. Parce qu'on nous a, on nous a interdit de divulguer les résultats d'avance. On a fait 14 gouvernorats, et parfois, on ne nous accepte même pas. Je me rappelle, Sidi Bouzid, l'OTD, etc., ils ne voulaient pas nous accepter. Alors quand ils ne veulent pas nous accepter, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller à un centre de collecte, on avait une 4L avec nous, avec le haut-parleur, on mettait la musique du docteur Hakim, où on avait dit, docteur Hakim, les gens par curiosité, ils viennent, je dis, où est-ce que vous avez du lait? Il dit oui, on allait chercher chez eux. Donc 14 gouvernements, il fallait les faire, on a travaillé peut-être pendant 13 ou 14 mois, et on avait des résultats concluants. Un lait sur deux n'était pas consommable en Tunisie. Je parle de 2004-2005. Aujourd'hui, j'espère que les conditions sont meilleures. Un lait sur deux n'était pas conforme. Et un lait sur deux peut causer des problèmes. Alors, on nous dit toujours, les responsables nous disent, bon, oui, d'accord, vous exagérez avec vos laboratoires, vos analyses. Oui, non, on va stériliser. Moi, je leur donne toujours un des derniers ministres qui sont passés avant la Révolution. Il faut qu'aller il y a un de stérilisation. Alors, je donne toujours cet exemple. Un ennemi est rentré, ça y est. Vous voyez, la Tunisie est envahie. Bon, heureusement qu'on a nos voisins, disons les Algériens, parce qu'on les aime bien, on les a gagnés hier, donc on les aime bien, viennent nous sauver. Ils bombardent tout l'ennemi. Ben, ça, des débris que nous allons avoir, des débris d'ADN, etc., qui vont rester même après stérilisation. Et ça peut vous poser des problèmes de lait. C'est pour ça qu'ils laissent le lait, ils font ce qu'on appelle la quarantaine, et tout le lait, on ne vous le dit pas, tout le lait qui est... Donc vous voyez que ce n'est pas facile s'occuper d'une industrie, de toute une filière. Il y a des données et la mentalité, comme a dit Anne-Claire tout à l'heure, la mentalité doit changer. On nous injecte de l'argent, on nous donne des milliards, et après, si la mentalité ne change pas, alors on revient à la même chose. On dépense cet argent et ce sera fini. Donc voilà, un autre exemple, l'hygiène de Hobidou. On va regarder. L'hygiène du personnel, du matériel, tout ça, des problèmes. Alors, là, il y a un problème. Alors, pareil, comme ils ont voulu attaquer le lait, les anti-laits, le lobby anti-lait, pareil, le yaourt. La dernière des données, il n'y a pas longtemps, hein, vous allez voir les dates, le yaourt fait grossir. Alors là, vous voyez, l'antenne 2, vraiment, hein, quand il y a le pétrole في تونس, le gaz في تونس. Le yaourt fait grossir. Alors, quand on vient analyser, vous allez voir, c'est même presque ridicule. Mais ceux qui donnent l'information, selon certaines visées. Alors, moi, je vous montre d'abord, je vous dis d'abord, l'intérêt, le bienfait des yaourts. زهير خلال المرحوم كان يقول قل له زهير الياغورت قل لي اللي ما ياكلش الياغورت نقصته حاجه في عمره. قل له شنو معناتها سي زهير؟ قل لي نقصته حاجه في عمره parce que le bienfait du yaourt, on ne connaît que la moitié des bienfaits du yaourt. Donc, c'est nécessaire et la nutrition a gagné en Tunisie. Le père de la nutrition nous disait la nutrition a gagné en Tunisie parce que les Tunisiens mangent des yaourts et les Tunisiens se baladent en ville avec une petite bouteille d'eau à la main. Ça, c'est grandiose. L'eau, c'est la vie. Donc, les intérêts, l'intérêt et les bienfaits du yaourt sont les suivants. Très vite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen naturel d'abord de conservation du lait. Donc, ça intéresse les industriels. C'est vrai que ça leur fait gagner un peu plus de sous, mais ils doivent bien gagner pour travailler pour nous. Le lait est souvent pasteurisé, donc pas de problème de contamination avec des germes pathogènes. Dans le yaourt, l'acidité conserve le lait et le protège des bactéries extérieures indésirables. Pendant 28 ans, j'étais à l'Institut de nutrition, وقبل السامي ما كانتش موجوده، السامي كانت فيه مع التغذيه، مع التغذيه كانت لهم كل شيء. Jamais eu une intoxication du yaourt. Une fois, c'était accidentel. Quelqu'un, avec une seringue aiguille à
à insuline, à injecter 2 ou 3 produits chimiques pour intoxiquer, pour tuer les enfants d'un autre. C'est tout. Mais le yaourt en lui-même ne peut pas donner une intoxication. Essayez. Moi, j'ai mangé un yaourt qui a 90 jours. Khalil a fait le laboratoire, 90 jours, j'ai de clic. Et je suis encore devant vous. Donc, il n'y a pas de problème avec le yaourt. Et je ne suis pas yaourtier. Hein. Alors, donc, cette acidité est très bénéfique et vous allez voir que c'est grâce à l'analyse, grâce à l'acide lactique que vous allez absorber votre calcium. Il ne suffit pas de dire, oui, le calcium, le marahab, au taras, il un calcium. Non. Il faut que vous absorbiez ce calcium. Et s'il n'y a pas d'acide lactique, vous ne pouvez pas absorber votre calcium. L'acide lactique et la vitamine D, les deux. Alors, donc, la présence de ces germes, donc les ferments lactiques, sont un facteur positif pour la santé. Les 2 ferments, donc, qui en ce moment le lait produisent, donc, qui produisent le yaourt, vous les connaissez, sont d'une innocuité totale. Pareil, à un certain moment, il y a peut-être 30 ans, quand j'étais étudiant, je ne sais qui, les Américains ou les Britanniques ont voulu saboter le Roquefort français. Ah, c'est du pénicillium. Il y a certains pénicilliums qui sont nocifs. Un pénicillium roqueforti. Je crois un ancien ministre de l'Agriculture, il est sorti à la télé, c'était noir et blanc. J'avoue le Roquefort, قاعد ياكل قدام الناس. هي تحت في الأخبار هو ياكل الروكفور. Bon, monsieur, mais pour vous dire, donc, faites attention, restons scientifiques avant tout. Donc, ces ferments vont aider à digérer le lactose. Ok? Pour certains, c'est pour ça que ceux qui sont intolérants au lactose au lait peuvent manger du yaourt. Et les fromages, bien sûr, et autres produits. L'acide lactique donc, permet l'absorption du calcium. Il n'est d'ailleurs pas exclu que l'on découvre d'autres atouts aux ferments lactiques. Il y a pas mal de travaux sur les acides lactiques. Vous ouvrez même Internet, vous pouvez trouver pas mal de choses. Alors, est-il un probiotique? Oui. Pourquoi? Parce que grâce à son intérêt dans la digestion du lactose, on peut dire sans hésiter que le yaourt est un probiotique. Parce que le probiotique est un micro-organisme qui exerce un effet bénéfique sur la santé. Donc, le yaourt fait ce travail. Alors, puis, on va vous dire, mais le yaourt est un décalcifiant. Ah bon? Le yaourt est un décalcifiant. Alors, il faut répondre non. Pourquoi? Parce qu'au contraire, il apporte une quantité de 120 à 170 mg de calcium par 100 g. De plus, la transformation partielle du lactose en acide lactique améliore la biodisponibilité du calcium en le solubilisant, ce qui contribue favorablement à son absorption. Alors, mais le calcium du lait, il ne suffit pas d'avoir du calcium, est-ce qu'il est bien absorbé ou pas? Alors, il est absorbé à un niveau de 40%. Contrairement aux végétaux. Ils vont vous dire, oui, mais on peut trouver dans certains produits, pour certains légumes, etc., dans les choux. Mais ils ne sont pas absorbés. C'est comme pour le fer. Le fer héminique qui est dans la viande rouge, ou le fer de Popeye, dans les épinards. Mais il n'est pas absorbé, il est absorbé à 5%, le fer végétal. Alors qu'à 50%, le fer que vous allez trouver dans votre morceau de foie ou dans votre viande rouge. C'est pour ça que le jour de l'Aïd, parce que c'est le vrai fer héminique qui est absorbé, l'autre n'est pas absorbé. Donc les végétaux, oui, ils font autre chose, mais ce n'est pas pour le calcium. En plus, il y a le cas de l'acide phytique, l'acide oxalique, qui vont vous inhiber cette absorption. Voilà, donc la facilité d'absorption grâce à cet acide lactique. Et pour la plupart des protéines animales, donc, qui sont riches en acides aminés soufrés, ces derniers vont favoriser l'excrétion urinaire du calcium, car les sulfates qu'ils génèrent acidifient l'urine. Donc, cependant, dans les produits laitiers, le taux élevé de phosphore et de potassium vont réduire cette excrétion. C'est pour ça que c'est encore plus bénéfique quand on mange du yaourt ou on boit du lait. Donc, ils vont permettre de compenser cette perte. Voilà, donc, on sait aussi qu'une forte consommation de sel
va augmenter la perte urinaire du calcium. Donc, pas trop de sel, parce que moi je connais des enfants qui aiment beaucoup de sel. Et là, ça va lui permettre de perdre son calcium. Donc, bref, phosphore et potassium, donc, qui sont présents à des taux élevés dans le lait et dérivés, vont réduire l'excrétion urinaire du calcium. Au contraire, les sulfates donc, qui proviennent des acides aminés soufrés, vont acidifier l'urine et favoriser l'excrétion. Ça joue le rôle contraire. Voilà l'acide lactique que vous connaissez. Il est chiral, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se voir le D et le L dans un miroir, donc, contrairement aux autres produits. Donc, on mesure en degrés doriques, vous le connaissez, et il est utilisé comme antioxygène, exhausteur de goût, acidifiant dans l'industrie alimentaire. Donc, vous voyez, il joue un autre rôle. Et il est aussi bactériostatique. Donc, le calcium et le lobby anti-lait, deux mots. Donc, il y a un programme en France, programme Nutrition Santé, qui recommande, et vous le savez, vous l'entendez partout, vous le voyez à la télé française, en bas, durant les nouvelles, qui recommande de manger 3 laitages par jour. Alors, en Tunisie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire aux gens aussi, au minimum 2 à 3 laitages par jour. Et il n'y a pas un menu équilibré s'il n'y a pas de produits laitiers, au moins un. Et quand je vois, dans certains restaurants universitaires, il y a, depuis 2 ou 3 jours, il n'y a pas de yaourt, il n'y a rien du tout. Et les gens vivent à la cité, ils vont manger que dans ces restaurants. Donc, il faut absolument que les laitages rentrent dans nos habitudes. Pour ceux qui... Auparavant, moi, quand j'étais gamin, j'entendais Bourguiba dans un discours, parce que le lait était seulement pour les malades. À ce moment-là, c'est trop tard. C'est pas en buvant ça quand on est malade qu'on va avoir quelque chose. Donc, le problème est très important. Donc, l'important, le calcium, c'est pas seulement pour nos os. N'est-ce qu'on dirait, le calcium, eh bien non, le rythme cardiaque dépend du calcium. Le rythme calcium, restez sans calcium, vous allez voir. Des fois, vous vous sentez mal. La tension artérielle, c'est pareil. Les fonctions hormonales, l'influx nerveux, la coagulation, la régulation du pH corporel, tout ça à cause du calcium. Donc c'est très important et c'est pas un slogan. Alors, ce qu'ils disent, ah oui, ça donne le cancer du côlon. Au contraire, quand on fait de ce qu'on appelle des méta-analyses, on rassemble plusieurs publications. Dans 25 publications scientifiques, ils montrent au contraire que le calcium diminue la cancérogénèse. Donc, laissez ça de côté, c'est des histoires qui sont vendues par des journalistes pseudo-scientifiques. Ça peut venir à vos oreilles. Hein. Donc, il semble donc que le calcium prévienne le cancer colorectal. Alors, mais il y a un autre problème. Ah, ça, celui de la vitamine D. La théorie est plausible. Quand on vous raconte ça, vous pouvez y croire. On va vous dire, la vitamine D lutte contre certains cancers. C'est vrai. Mais si vous mangez beaucoup de lait, cette vitamine D va être utilisée à l'absorption. Donc, la vitamine D va prendre le calcium et va le faire entrer dans le intestin. Donc, vous n'avez plus de vitamine D. Si vous n'avez plus de vitamine D, vous n'êtes plus protégé. Moi, personnellement, je réponds, en Tunisie, on n'a pas de problème. Dans le soleil. Même alors, les pédiatres, je ne sais pas si vous avez eu des enfants, vous le savez sûrement, retournons 2 ou 3 gouttes de vitamine D2, etc. Parce que bon, il n'y a pas d'hypervitaminose D, vraiment, ça ne peut pas causer ok? Oui, on a toujours la queue du dinosaure qui nous suit, hein. On n'y peut rien. Donc, les laitages apportent donc de grandes quantités de calcium, et l'on pense que cela fait chuter le niveau de vitamine D. C'est le raisonnement que je vous ai dit. Alors, il y a une véritable bagarre, lobby, lait, anti-lait. Alors, la dernière, ce qu'ils disent, attention, surtout, c'est à la mode, celle qui grossit un tout petit peu, et c'est vrai, تمشي احنا نقولوا تدنقر الدنقير عمل ريجيم
que j'appelle moi dingue, il s'appelle dingue, mais un régime dingue, il ne faut plus manger à partir de 5 heures, hein, attention. Hein. Donc, c'est une perturbation complète. Faire un régime, c'est manger équilibré et pas en grande quantité. Mais nous, on nous a habitués, le ventre tendu. Non, on ne s'est pas habitué à autre chose. Donc c'est pour ça que le petit peu qu'on rajoute, c'est celui-là qui nous fait grossir. Alors, le yaourt, fait-il grossir? Et vous allez voir, vous allez même rire. Des expériences ont été faites sur qui? Sur du poulet, des coqs. Et on est allé très vite hein, faire la translation, la conclusion chez l'homme. Ça devient même ridicule. Alors, un magazine français, a fait sensation et n'a pas hésité à déclarer que le yaourt fait grossir. La revue anglaise, pareil, Cherko, l'anglaise, hein, British Portal Science, a publié des poulets auxquels on avait administré du lactobacillus fermentatum, s'étaient transformés en coques d'une taille supérieure de 30% à celle d'un coq ordinaire, avec un poids en conséquence. Ainsi, estimant que les probiotiques transformaient les poussins en coques géants, le canhaka, polynature, je sais pas toi que pas ça, 30% de son capital. Le magazine a conclu que l'effet sur l'organisme de l'être humain devait être similaire, et que le yaourt, sous toutes ses formes, serait une des causes de l'obésité. Notre réponse, c'est une ineptie. Pourquoi? Car il y a un passage un peu rapide du coq à l'homme. Quand on fait une expérimentation sur les muridés des rats, par exemple, il y a le coefficient 10, on divise, il y a tout un calcul à faire pour ne pas dire, voilà, nous ne sommes pas des rats, mais on arrive quand même à des conclusions. Or, les expérimentations sur les coqs ne sont pas trop nombreuses dans le monde pour qu'il y ait un réajustement. Le lactobacillus fermentatum n'est pas la bactérie lactique utilisée pour fermenter le yaourt. Alors, ceux qui ont dit ça ne connaissaient même pas ce que le lactobacillus bulgaricus. Donc, les probiotiques sont classiquement ajoutés à l'alimentation animale, oui, afin d'optimiser la croissance avec des gains relativement faibles comparativement à l'impact d'autres facteurs tels que les bonnes pratiques d'élevage. Non, la réponse, le yaourt ne rend pas obèse, il s'agit juste d'un aliment dont les vertus nutritionnelles sont parfaitement avérées.